Bienvenue sur Daily Movies et Baka News Network. Donc, bonjour Clovis Cornillac, on est ravis de vous rencontrer et on aimerait vous poser comme première question comment vous êtes arrivé au sein du dernier chapitre et comment vous êtes venu à réaliser le dernier chapitre de Belle et Sébastien. Simplement, en fait, un des producteurs, Clément Miseret, me l'a proposé, m'a téléphoné un jour en me disant voilà, si je vous dis que je pense à vous pour réaliser le Belle et Sébastien 3, est-ce que ça vous intéresse, tout ça. Donc j'étais un petit peu déstabilisé parce que je voyais pas trop le lien entre moi et Belle et Sébastien, ni dans les réalisations que j'avais pu faire, ni dans même ma carrière. Donc j'étais un petit peu même sceptique. Et puis il m'a proposé de lire la version du scénario, la première version du scénario sur laquelle il travaillait. Et en fait, c'est à partir de là que les choses se sont mises en branle pour moi. C'est-à-dire, j'ai eu plein d'images en lisant le scénario qui me sont parvenues, des images de littérature nord-américaine, Jack London, même de Conrad, de Steinbeck, enfin tous ces auteurs-là, qui m'avaient laissé une sorte de trace. J'avais dû lire ça à l'adolescence, je pense, et ça m'avait vachement marqué le lien qu'il pouvait y avoir dans des récits d'aventure comme ça, entre l'humain, l'animal, la nature et tout ça. Puis en lisant le scénario, j'imaginais un film, j'imaginais une sorte de grand film d'aventure, en tout cas assez épique, avec des personnages très centrés comme ça et tout. Donc ça m'a tout de suite allumé. J'ai dit, moi, si jamais je devais faire ce film, voilà vers où j'irais, dans quelle direction j'irais. Ça les a super excités et du coup, ça s'est mis en place comme ça. Et pour vous, Belle et Sébastien, du coup, ça symbolise, parce que pour beaucoup de générations, ça symbolise quelque chose, parce que c'est lié la série des années 60, ou bien moi, quand j'étais jeune, il y avait le manga, une animation franco-japonaise dans les années 80 ou 90. Et est-ce que pour vous, Belle et Sébastien, qu'est-ce que ça symbolise ou qu'est-ce que ça représente? Ça représente quelque chose pour vous, personnellement? Ça fait partie, personnellement, c'est-à-dire que en tout cas, nous en France, moi je suis de 68, j'ai pas eu la première diffusion de 65, mais j'ai eu les rediffusions en 75, un truc comme ça, 75, 76. Et c'était, il y avait peu de chaînes, on avait deux chaînes ou 3 chaînes, et du coup ça faisait partie des séries phares. Moi je n'étais pas fan parce que à l'époque il y avait une autre série qui s'appelait Les Brigades du Tigre, qui était une série pour le coup. Où, je sais pas, j'aimais bien le côté policier du truc et tout. Donc j'avais vu évidemment des épisodes de Belle et Sébastien. Ça faisait partie de l'inconscient collectif. En fait, tout le monde a été élevé, en tout cas ma génération, avec Belle et Sébastien, sans forcément avoir vu tous les épisodes. J'ai dû en voir 2, 3 dans mon enfance, mais j'étais pas un aficionado, j'étais pas un spécialiste de Belle et Sébastien. Je ne savais même pas après, j'ai découvert après qu'il y a eu un dessin animé, tout ça, et il y avait des bouquins. En revanche, Mehdi et Belle et Sébastien faisaient partie, c'était une star pour tous les Français, en tous les cas, il y avait quelque chose de... C'était le petit garçon qu'ils adoraient, quoi. Donc, je dirais qu'on ne pouvait pas faire l'économie de ne pas savoir que ça existait. Ça avait une très belle résonance, c'est-à-dire que c'était des histoires qui manifestement étaient jolies, manifestement touchaient beaucoup les gens. Et voilà, mais personnellement, je n'avais pas un lien fondamental avec... c'est bizarrement en travaillant sur mon film et sur ce 3e volet que je comprends pourquoi ça a été et pourquoi c'est fort et que ça peut l'être aussi pour une nouvelle génération. Et vous avez parlé de la réalisation, vous avez préféré réaliser le film ou bien jouer dedans? Qu'est-ce que vous avez préféré, être acteur dans le film ou réaliser le film? C'est sans comparaison aucune. Moi, la réalisation, c'est énorme de faire un film. Moi, depuis que j'ai eu la chance de réaliser mon premier long métrage, c'est ça qui m'obsède, c'est ça qui me passionne. C'est pas comparable, c'est-à-dire que... je ne saurais pas comment dire, parce que quand tu fais un film, c'est 1 an et demi de ta vie, tous les jours. C'est un investissement total. Ça ne veut pas dire que quand tu joues, tu t'investis pas, mais c'est difficilement comparable d'être 20 jours sur le projet de quelqu'un d'autre et d'avoir soi-même un projet qui te prend 2 ans et où tout a du sens pour toi. Donc, c'est pas une question de préférer, en fait. C'est que
Je ne pourrais pas réaliser un film si je réalisais un film pour jouer dedans. Ce serait absurde. Je préfère qu'on m'appelle et jouer pour les gens voilà, que de me dire ah ben je vais faire un film juste parce que je suis content de jouer dedans. Ce serait, en fait, c'est plus pratique pour moi de jouer dans mes films quand les rôles s'y prêtent, parce que je gagne du temps, parce que j'ai l'acteur sous la main, parce que je peux m'occuper plus des autres, ça me fait un rôle en moins. Voilà, sur le côté, en général, j'ai un rapport au jeu qui est assez sain, assez simple. Donc du coup, voilà, je vais jouer dans mon film, mais c'est pas ça qui est intéressant en fait quand je fais un film. Je m'intéresse pas beaucoup à moi comme acteur. Je veux juste que la fonction soit remplie et que le personnage soit là. C'est ça que je voulais. Ok, ça marche. Donc voilà, on va pas rester des heures dessus. Donc en fait, et d'une manière générale, depuis que j'ai rencontré la réalisation, c'est ça qui m'obsède, qui me passionne. Maintenant, quand je joue pour quelqu'un ou si je joue dans mon film, je le fais le mieux possible. J'essaye d'être voilà, c'est pas. Mais disons que c'est pas comparable. Okay. Au niveau des influences cinématographiques dans Belle et Sébastien que vous avez réalisé, vous avez parlé de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton et je voulais savoir pourquoi vous avez envie de faire un lien avec ce film et à quel degré il y a un lien avec ce film dans Belle et Sébastien. Je pense que forcément des films qui vous ont marqué. Moi, je suis pas un génie, quoi. Je suis un gars passionné qui travaille et je pense que plein de choses que j'ai pu voir font partie de moi. Et du coup, quand je vais faire un film, de manière souvent inconsciente, je vais retomber sur... Et d'ailleurs, des journalistes te disent « Ah, mais c'est marrant, on reconnaît ce type de film ou tel type de film. » Et tu dis, en tout cas, vous n'avez pas tort dans le sens où c'est des films que j'aime. Donc forcément, ça doit rejaillir d'une certaine manière, ça doit être remangé, redigéré. Et après, tu as l'impression d'inventer, parce que tu l'inventes dans ta propre narration. Mais oui, c'est des choses... La Nuit du Chasseur, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un chef-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas de mes films, ce n'est pas des chefs-d'œuvre, donc c'est pas la question. C'est juste que forcément, c'est des choses qui ont dû me marquer et qui font partie de mes références. Mais je dirais comme nous tous, quand je vous parle, probablement que des livres que j'ai lus font que je vais tenir ce discours alors que j'en ai pas conscience, mais c'est le discours de quelqu'un d'autre. Et en même temps, je suis sincère quand je le fais. C'est-à-dire, je suis pas en train de calquer des pages et en même temps, je me pense que je ne suis qu'une machine à recycler, quoi. Mais sincère, habité. Donc je suis un recycleur sincère habité. On voulait un peu parler aussi de Belle, qui prend quand même une place importante dans le film au même titre que les autres acteurs. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait pour rendre ce chien si expressif, pour retranscrire les émotions de ce chien. Comment vous y êtes pris? Avec un type formidable qui s'appelle Andrew Simpson, qui est un grand dresseur, qui est un type incroyable. Je pense que si on n'avait pas eu ce travail main dans la main avec Andrew, voilà, j'aurais pas pu faire le film que je voulais faire. Donc c'est chouette de faire un film parce que tu réunis en fait des gens. Si tu es mal entouré, tu n'arrives pas à faire ce que tu projettes, quoi. Et donc je voulais effectivement que ce chien soit un personnage et pas simplement ni un chien posé à côté d'un humain la langue pendante en attendant. Et ce qui est sympa dans la vie, moi j'adore, j'ai eu des chiens, j'adore ça. Mais ni un chien qui ne serait pas en interaction avec ce qui se passe autour de lui, et ni un Beethoven, tu vois, qui se mettrait à parler et tout ça. Donc trouver juste l'endroit où le personnage, il devient crédible, il reste un animal, et en même temps, c'est comme s'il comprenait absolument tout de ce qui se passait, avec l'interaction entre Sébastien et Belle, elle est de l'ordre du fascinant pour le spectateur, en se disant ça doit être génial d'avoir un rapport comme ça avec un chien qui comprend tes problèmes, qui en même temps essaye de les résoudre et tout ça. Donc d'avoir ce rapport-là, en même temps je pense que ce sentiment-là, pour des gens qui ont des chiens, ils se disent je l'ai, c'est-à-dire je sais de quoi ça parle, je sens que c'est un rapport que je connais, j'ai eu une connexion avec mon animal. Donc c'était tout ça qui était compliqué. Et Andrew, voilà, on a travaillé pendant 3 mois en amont du tournage.
sur des expressions, voilà, il me disait qu'est-ce que tu veux exactement. Je lui expliquais comment j'allais filmer les séquences, comment je voulais que Belle elle apparaisse à l'écran, ce qu'il fallait lui faire faire et tout. Donc c'était un travail comme ça de longue haleine. Et puis après sur le plateau, évidemment, pendant le tournage, et ça a été formidable parce qu'il était à l'écoute, quoi. À l'écoute et puis extrêmement talentueux, donc il arrive à faire des choses super aux chiens. Alors j'ai aussi une question. Vous avez utilisé beaucoup d'animaux, que ce soit les mâles ou les chiots, durant le tournage pour les bergers des Pyrénées. Est-ce qu'il y a eu des scènes où ces derniers acceptaient de les faire d'office? Alors il n'y avait jamais leur maître sur les plateaux, hein. Les chiens, ils nous étaient confiés. Et c'est Andrew qui les gérait, il n'y avait jamais les maîtres, sinon on n'aurait jamais rien pu faire. Donc lui, en plus, il est anglophone, donc c'est des chiens qui ont été élevés en français, et lui, il les dresse en anglais. Donc, et nous, on faisait toute la partie avec Andrew, on parlait anglais ensemble, parce qu'il ne parle pas français, pour toute la partie réalisation, dès que les chiens étaient sur le plateau. Non, les chiens, ils font rien. Ce qu'on leur demande, c'est totalement contre nature, donc ils le feront pas naturellement. La seule chose où de temps en temps, il les met dans une disposition, et c'est plutôt sur les chiots, puisqu'on n'avait pas le temps de les dresser, dans le sens où ils sont trop petits. Mais en revanche, il arrivait à leur faire des petits trucs quand même, des toutes petites choses qui ont pu m'aider. Voilà, mais sinon, tu poses les caméras, tu les mets en place. Il faut être très patient, silencieux. C'est des moments voilà, qui sont à contrario d'un film de cinéma où justement on n'a jamais de temps, où voilà, il fallait que je prenne sur moi, et je disais à tout le monde, et à Andrew et à tout le monde, non c'est bon, on a le temps. Voilà, il faut essayer d'être calme, parce que ça sert à rien de toute façon d'être énervé, tu peux pas forcer un chiot à rester à un endroit, donc voilà, on prenait le temps qu'il fallait, et puis il y a des moments où tu dis, là j'ai 3 secondes, j'ai vu que j'avais 3 secondes pendant les 10 minutes où on a tourné. Il y a 3 secondes qui sont montables, il y a 4 secondes là, voilà. Donc faut être concentré, vigilant, et t'obtiens des choses pour raconter l'histoire. Ouais. Du coup, était-ce plus dur de tourner avec les bergers des Pyrénées ou avec les enfants? C'est absolument pas comparable, c'est-à-dire c'est comme si je vous disais, tu préfères ton fils ou ton chien? Ça n'est pas comparable. C'est-à-dire qu'en vrai, travailler avec un humain, on est direct dans un rapport d'humain. Donc l'attitude de Félix sur le travail était formidable, parce que je lui avais dit qu'on allait bosser, que je voulais chercher des choses chez lui que je n'avais pas vues encore, et il était très client, très friand du jeu, d'avoir envie de me faire plaisir, pas au sens je veux lui faire plaisir, mais d'aller dans le sens du film que je voulais raconter, la manière dont je voulais le raconter. Donc c'était très agréable parce qu'il est talentueux et qu'il n'y avait pas de défiance, comme avec les adultes, avec les acteurs adultes, et comme avec mon équipe. C'est-à-dire c'est d'essayer d'emmener les gens, et les chiens, c'est un travail qui n'a rien à voir, parce que, voilà, ce que je disais, quoi, c'est un travail de patience, de manipulation, pas de manipulation malsaine, mais c'est sûr que si tu veux lui faire lever un sourcil ou un truc comme ça, c'est pas parce que tu vas lui réciter une phrase de Shakespeare, mais c'est parce qu'il y aura un bruit de canard. Donc tu sais que toi, ce que tu vas raconter dans la scène, c'est que Sébastien lui dit un truc, le chien fait ça, mais en fait il répond à un bruit de canard. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est pas comparable en termes de difficulté. C'est quoi qu'il arrive, un plaisir d'arriver à raconter son histoire. Ça, c'est très chouette. Au niveau des transports, vous avez utilisé des engins atypiques. Comment vous avez fait pour trouver ces appareils, ces engins motorisés? Et comment ça s'est passé pour les faire voler, les faire rouler? Comment vous êtes organisé? Oui, il y a des véhicules dans le film qui sont des véhicules d'époque, puisque c'est un film qui se passe en 1948. Et j'avais besoin, pour plusieurs scènes, d'avoir des véhicules plutôt emblématiques, c'est-à-dire ou de m'en amuser, type la 4 chevaux, c'est-à-dire cette petite voiture comme ça que le maire a achetée, et tu sens qu'il ne la sortira pas du garage avant le printemps, qu'il n'est pas très à l'aise comme pilote, et que cette petite voiture au milieu de la neige sur une course-poursuite au ralenti, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est des manières aussi de décaler des personnages, de pouvoir s'en amuser, d'avoir voilà, d'avoir une jubilation sur des scènes où on s'y attend pas, à des moments où on s'y attend pas. Et puis c'est un véhicule graphiquement très joli, le half-track du méchant. Voilà, je cherchais pour le méchant un vrai monstre,
une sorte de dragon qui l'accompagne, qui serait presque autonome. On aurait l'impression que ce serait un véhicule, tu le siffles, il arrive tout seul, il peut grimper partout. Les chenilles nous font penser à un véhicule qui va plus haut, plus fort, plus vite en 48. C'est un moment où c'était compliqué de se déplacer rapidement, donc c'était de créer un monstre comme ça, mécanique, anguleux, angoissant et en même temps hyper visuel. Donc ouais, il y a tout un dossier comme ça qui est... quand tu fais ta préparation, tu cherches, tu trouves et tu dis à tes équipes, les gars, il faut qu'on trouve ça. Et là, eux, ils se débrouillent pour trouver des passionnés qui ont ces véhicules, qui seraient OK pour venir sur le tournage, qu'on puisse les louer, qu'on puisse les recustomiser. Donc c'est tout un travail de longue haleine, mais c'est la préparation d'un film. Est-ce que ça a été compliqué de conduire justement cet engin motorisé Ah oui, je conseille à personne d'acheter un half-track pour aller dans la neige. Ça ne marche pas dans la neige. C'est-à-dire que c'était très compliqué de le faire monter. Après, c'est ça qui est bien au cinéma, c'est qu'on fait croire. Mais oui, non, c'est pas du tout... c'est pas un engin pratique. C'est très réussi en tout cas cette croyance. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Donc pour terminer avec cette question, on voit, à un moment donné dans le film, un duel sur de la glace. Comment vous êtes pris pour cette séquence? Mais ça fait partie des scènes, par exemple, assez compliquées à faire, et d'autant plus que l'année dernière, on avait un vrai problème de redoux et qu'on avait un problème de neige. Et le moment où moi j'avais repéré, vous savez, des mois avant, vous repérez un endroit où vous avez envie de tourner, on te dit le lac sera gelé à telle période, donc tu dis c'est super. Et puis durant le tournage avance, et puis on dit ah là, le lac en fait on ne peut plus y tourner parce qu'ils font. Ah, tu dis, ah, ok, donc il faut le week-end, les jours où tu tournes pas, on t'emmène en montagne trouver d'autres lacs, et puis tu en trouves un autre, et puis 4 jours après on dit on ne pourra pas y aller non plus, et puis tu en trouves un autre. Puis il y a une angoisse comme ça qui se crée, et c'est bien qu'il a fallu, pour tourner cette séquence, on est passé, je trouvais un lac au dernier moment, ce lac, il fallait qu'on fasse très attention, que l'équipe fasse très attention, parce qu'on était à la limite. Alors on ne prenait pas de risque, ni pour les enfants, ni tout ça, mais nous on était comme ça, un peu à la limite, il ne fallait pas qu'on soit trop nombreux. Moi je voulais des plans avec des travelling, donc on faisait tout très calmement et tout ça, pour arriver. Il a fallu tourner une nuit et un jour presque d'affilée, pour être sûr qu'ils ne fondent pas, parce qu'on avait un time lock avec le temps en se disant... donc toute mon équipe m'a suivi en disant ok, on fait une nuit et un jour d'affilée, parce que sinon on n'aurait pas réussi en fait à tourner cette séquence. Et du coup c'est chouette d'avoir une équipe soudée dans ces moments-là, parce qu'on se sauve le film, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions, Claudius Cornillac, et très bonne suite à vous. Eh ben merci, au revoir.